Salut la compagnie. Bienvenue au chalet du Landron pour cette 5e édition du camp d'été sur la montagne de Soudine. Ce rendez-vous annuel est désormais un moment phare de la vie du Spéléo Club d'Annemasse. Au menu de ces 8 jours, du fromage bien sûr, de la paella, une humeur morose et massacrante, mais aussi des balades bucoliques pendant les rares minutes de beau temps, du transbahutage de sacs ultra lourds qui pètent le dos, de la glaise collante et agressive pour le matos, de la pluie, de la grêle, l'équipement du gouffre SD27 en vue de séances prolongées et répétées au fond, avec notamment la mise en place d'une ligne électrique et d'une autre ligne téléphonique pour pouvoir communiquer, et la sécurisation d'un ébouli dangereux à l'aide d'un grillage. Bien sûr, cet échantillon n'est pas exhaustif, il y aura bien d'autres objectifs encore, sous terre comme en surface. Bon, trêve de bavardage, les grillages sont prêtes, alors à table, faut prendre des forces. Au programme de la journée de demain, la première traversée du nouveau réseau Trou des Jeunes. Je sais, ces images vous disent certainement quelque chose, mais un petit flashback sur la journée du 8 juin 2014 s'impose pour ceux qui auraient raté le dernier épisode. Pour rappel, nous étions partis en expo dans le Trou Godas, dont nous voyons ici l'entrée sur le report topographique, en vue de vérifier nos hypothèses sur la possibilité d'un passage qui nous permettrait de rejoindre les galeries d'un autre gouffre. Après avoir rejoint la salle de la douche, nous étions remontés sur corde par le passage du surplomb dont l'escalade nous avait ouvert les portes du nouveau réseau en mai 2014. Puis, juste derrière ce fameux passage de la lucarne, nous avions dû purger une pente d'éboulis, avant de pouvoir équiper en toute sécurité ce puits qui nous permettrait de poser les pieds dans le réseau amont sous-jacent du Trou des Jeunes. Moment inoubliable. Voilà le chemin parcouru. Mais aujourd'hui, plutôt que de remonter directement, l'objectif est de continuer de descendre avant de remonter vers la surface via l'entrée du Trou des Jeunes. Bien sûr, afin que cela soit possible, une autre équipe fait le cheminement inverse afin d'équiper les différents obstacles à la descente. Nous voici donc dans la galerie des Titans. Les volumes y sont impressionnants, mais pas pour longtemps. Dans ce sens, la progression est entrecoupée par la descente de ressauts et de petits puits. Toutefois, il ne faut pas oublier que lors de leur découverte, en 2013, c'est à la montée que tous ces obstacles ont été escaladés, un par un, mètre après mètre. Très vite, nous revoilà dans des volumes plus habituels, plus contenants. Tout y est. Des petites protubérances saillantes qui déchirent les combinaisons et endolorissent les côtes, en passant par les délices de la thalassothérapie assortie des borboriques d'une fondue mal digérée.
Bientôt nous arrivons au lieu dit le Carrefour, à moins 235 mètres. Derrière moi, le fond du réseau qui conduit à moins 550 mètres de profondeur. À gauche, la surface via le trou Godasse. Tout droit, la surface via le trou des Jeunes. Vous pouvez constater que le cheminement emprunté n'utilise qu'une toute petite partie du réseau. Ce carrefour n'est autre que la conjonction de deux anciennes arrivées d'eau qui se sont rejoints pour plonger ensemble vers les entrailles de la montagne. Bref, aujourd'hui l'objectif étant la promenade, nous prenons plutôt la direction de la surface via le passage mythique pour les spéléologues du club, le Grand Méandre. Dans ce grand méandre qui fait entre 30 et 60 cm de largeur en moyenne, la progression se fait à l'égyptienne comme on dit, et les pieds le plus souvent en opposition au-dessus de rien. Un spéléologue entraîné met environ 45 minutes pour parcourir ces 150 mètres de distance. Découvert en 1991 en même temps que le trou des Jeunes, ce passage est magnifique pour qui sait l'apprivoiser. En effet, remarquez la finesse de son creusement et les milliers, voire milliards, de petites cupules qui en tapissent les parois. On les appelle des coups de gouge. Elles nous permettent notamment de déterminer le sens et l'intensité du courant qu'il parcourait. Sur cette photo, on le voit bien. La particularité de ce méandre, c'est qu'il est creusé en forme de trou de serrure. Vient donc le moment tant attendu où nous pouvons nous extraire de son niveau inférieur, étroit, pour en rejoindre le surcreusement, plus large. Quand on remonte fatigué d'une explo au fond du réseau, ce passage est comme une sorte de libération qui marque la fin de l'engagement majeur dans le gouffre. En effet, en aval de ce méandre, l'accident est interdit, car une civière n'aurait jamais la place de passer. Je vois d'ici l'étiquette des têtes brûlées que vous allez nous coller. Rassurez-vous, on est tout l'inverse. Si l'engagement est total, les risques objectifs sont bien moins présents que dans la majorité des autres sports outdoor. Toutes nos sorties sont préparées avec d'infinies précautions et la plupart d'entre nous sont aptes techniquement à apporter secours à leurs copains en détresse. Mais revenons-en à notre méandre. La progression dans son surcreusement est bien plus rapide, mais se fait toujours en opposition. Faut pas laisser tomber du matos. Ça y est, en v'là le bout. Avant d'attaquer la remontée des 120 mètres de puits qui nous séparent de la surface, c'est le moment d'admirer sa forme en toute serrure. Norbert, ça va? Je me rappelle de traverser finalement. Au-delà du trou des Jeunes. Aujourd'hui, la crue est dantesque, mais dans ce gouffre, elle ne fait que rendre la progression plus humide. Elle n'atteint jamais un seuil problématique. Seules quelques sorties de puits étroites ralentissent la remontée. Après la chatière des acharnés, une petite désescalade nécessite encore un peu d'attention. La surface n'est plus loin, mais il faut rester concentré. Ça y est, le puits d'entrée. En plus, il fait jour et il ne pleut plus. Chouette, on va pouvoir se changer au sec.
Quand on dit qu'on est de retour à la surface, on pourrait presque préciser que c'est à la surface de la Terre. En effet, on retrouve tous les repères qu'on avait perdus le temps de notre promenade souterraine. Repères spatials, repères temporels, les fleurs, les bouquetins qui viennent nous dire bonjour à chaque fois. Bref, si le plaisir de rentrer sous terre est toujours intense, celui d'en sortir l'est peut-être bien tout autant. Bilan de la promenade du jour ? Pour aller du trou Godasse au trou des Jeunes, nous avons parcouru un peu plus d'1 kilomètre en 8 heures. Puis pour aller du trou des Jeunes au trou Godasse, nous allons parcourir un peu moins de 200 mètres et nous allons mettre un peu moins de 10 minutes. Logique, non ? Précisons quand même que nous étions nombreux, que nous en avons profité pour déposer du matériel à droite et à gauche, et qu'on a fait quelques images vidéo. Ça prend du temps tout ça. On pourrait penser que la journée est finie, mais non. Il nous reste encore 30 minutes de change, une petite heure de descente avec notre gros sac jusqu'au chalet, sans parler du lavage, de la vérification et de la réparation du matériel. Mais bon, ça aurait pu être pire. Quand on descend jusqu'au parking, la descente semble interminable. En fait, faire de la spéléo d'exploration revient souvent à cumuler 2 journées sportives. La première, une rando pouvant aller jusqu'à 2 heures d'ascension, plus la descente, avec un gros sac dépassant souvent les 15 kilos. La deuxième, une journée sous terre dépassant régulièrement les 10 heures pour les objectifs les plus cool entre guillemets. Une manière de cumuler les plaisirs. Pas de bol pour eux, les coéquipiers sur lesquels nous avons pris un peu d'avance ont eu moins de chance que nous deux. Ils se sont fait rincer sur le retour par une pluie généreuse qui ne nous quittera quasiment plus jusqu'à la fin du camp. Pas grave, la chaleur du chalet nous permettra de nous requinquer tous les soirs et la motivation sans faille des équipes nous permettra tant bien que mal de mener à bien nos objectifs. Bravo à tous et à l'année prochaine.